Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une notion absolument centrale du programme, le bonheur. C'est une question qui nous concerne tous, intimement. Alors c'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est un but qu'on doit atteindre à tout prix? Est-ce que c'est simplement ne pas souffrir? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on construit, petit à petit? Pour se lancer, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit, une question que franchement tout le monde s'est déjà posée. Voilà, la fameuse question. On l'entend partout, et c'est un point de départ parfait pour notre réflexion. Est-ce que vraiment l'argent, avec tout ce qu'il permet d'acheter, est la clé du bonheur? C'est une idée très répandue, on va dire que c'est notre première thèse, et on va voir ensemble ce qu'elle vaut vraiment. Pour illustrer cette idée, regardez ce que dit Karl Marx. Ce qui est frappant ici, c'est pas juste que l'argent permet d'acheter des choses. Non, c'est bien plus puissant que ça. Pour Marx, l'argent a un pouvoir presque magique. Il peut transformer nos faiblesses, nos manques, ce qu'il appelle nos impuissances, en leur exact opposé. En somme, l'argent apparaît comme le pouvoir ultime, celui qui peut tout. Donc, si on formalise cette première approche, ça donne une sorte d'équation toute simple, non? Bonheur égale satisfaction des désirs. En clair, je veux quelque chose, je l'obtiens, et hop, je suis heureux. C'est simple, c'est direct, c'est notre thèse de départ la plus évidente. Mais on va voir qu'il faut peut-être la nuancer un peu. Et cette vision des choses, elle est au cœur de notre société de consommation. On nous présente le bonheur comme une accumulation. Accumuler des biens, des expériences, des plaisirs. La logique est simple. Plus je possède, plus je satisfais mes envies, plus je suis censé être heureux. C'est une sorte de course sans fin vers l'extérieur. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette quête peut vraiment nous combler? Eh bien, face à cette première idée, la quasi-totalité des philosophes va proposer une voie radicalement différente. Pour eux, le secret du bonheur ne se trouve pas du tout dans la satisfaction des désirs, mais bien au contraire, dans leur maîtrise. Vous voyez, c'est un renversement complet de perspective. Le problème, ce n'est pas ce qui nous manque, c'est peut-être la nature de nos désirs eux-mêmes. Pour bien comprendre ce virage, il y a une distinction capitale, théorisée par le philosophe Erich Fromm, la différence entre le mode de l'avoir et celui de l'être. Le mode avoir, c'est simple, je suis ce que j'ai, ma valeur dépend de mes possessions. Si je n'ai rien, je ne suis rien. Le mode être, c'est tout l'inverse. Le bonheur est lié à ce que l'on est, à notre développement intérieur, et ça, c'est indépendant des biens matériels. On passe d'une richesse extérieure à une richesse intérieure. Et cette idée de maîtrise de soi, attention, c'est un fil rouge qu'on retrouve dans de très nombreuses traditions philosophiques. Chez les stoïciens, comme Sénèque, ou même chez Spinoza, l'essentiel c'est de se détacher des choses qui peuvent disparaître et donc nous faire souffrir. Chez Descartes, c'est la raison qui doit rester maîtresse de nos passions, de nos émotions. Et on retrouve cette idée jusqu'en Chine, dans le taoïsme de Zhuangzi, où la sagesse consiste à atteindre une sorte de sérénité quoi qu'il arrive. Cette citation de Descartes est fondamentale. Il écrit ça à la princesse Élisabeth et il décrit ce qu'il appelle les grandes âmes. Qui sont-elles? Ce sont les personnes qui, par la force de leur raison, ne sont pas esclaves de leurs émotions. Mieux encore, elles arrivent à transformer les souffrances, les afflictions, en une occasion de renforcer leur esprit et, au final, de contribuer à leur propre bonheur. L'idée est puissante, transformer le négatif en positif grâce à la maîtrise de soi. D'accord, mais cette vision d'une maîtrise parfaite de soi, cette sagesse, est-ce que c'est vraiment atteignable? Est-ce que le bonheur, qu'il soit matériel ou spirituel, n'est pas au fond une chimère, une illusion qu'on poursuit sans jamais pouvoir l'attraper? C'est ce que certains philosophes vont radicalement remettre en question. La critique la plus célèbre vient sans doute de Kant. Pour lui, le bonheur est un concept indéterminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, tout le monde veut être heureux, mais que personne ne peut dire de façon précise et universelle ce qui le rendrait heureux. Chacun imagine son propre bonheur. Il n'y a donc pas de formule rationnelle, pas de chemin tout tracé. C'est une construction de notre imagination. Et si vous trouvez Kant un peu pessimiste, attendez de voir Schopenhauer. Lui, il va encore plus loin. Pour Schopenhauer, la vie, c'est fondamentalement de la souffrance. Le bonheur, ce n'est rien d'autre que l'arrêt momentané de cette souffrance, une pause. Les plaisirs ne sont que des illusions, des chimères qui nous distraient juste un court instant. Le but n'est donc pas de chercher le bonheur, mais simplement d'essayer d'éviter la douleur. Rousseau, lui, apporte une autre nuance vraiment fascinante. Il suggère que le vrai plaisir n'est pas dans la possession de ce qu'on désire, mais dans l'attente, dans l'imagination de ce bonheur qui va arriver. Une fois qu'on obtient l'objet, dit-il, l'illusion cesse. Le bonheur se trouverait donc dans le désir lui-même et non dans sa satisfaction. Alors, que faire? Face à ces critiques qui présentent le bonheur comme un idéal inaccessible, une illusion, est-ce qu'il faut tout abandonner? Pas forcément. Une troisième voie s'ouvre, une sorte de dépassement. C'est l'idée que le bonheur n'est pas un état qu'on atteint une bonne fois pour toutes, mais plutôt une activité, une pratique constante. Cette formule, souvent attribuée à Aristote, résume parfaitement cette nouvelle perspective. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve par hasard ou qu'on reçoit passivement. C'est une œuvre que l'on construit soi-même, jour après jour,
par nos actions, par nos choix. Le bonheur ne se subit pas, il se fait. On en est l'artisan. Mais alors, comment on le construit, ce bonheur? D'abord, Aristote insiste. C'est une activité conforme à la vertu, c'est-à-dire à l'excellence humaine, et elle est guidée par la raison. Il ne s'agit pas de ressentir passivement, mais d'agir de la meilleure façon possible. Plus tard, John Stuart Mill ajoutera que tous les plaisirs ne se valent pas. Il faut viser les plaisirs supérieurs, ceux de l'esprit, de la culture, qui sont plus durables. Et pour Mill, un utilitariste, ce bonheur ne peut pas être égoïste. Il doit viser le plus grand bonheur du plus grand nombre. Donc, en synthèse, on voit que le bonheur est moins une destination qu'un cheminement. Ce n'est pas un état passif, mais bien une construction active. Il ne réside pas dans la possession de choses, mais dans une manière d'être et d'agir. C'est une sorte d'harmonie, un accord que l'on recherche en permanence. Et je vous laisse avec cette magnifique question d'Albert Camus qui, je trouve, ouvre parfaitement la réflexion. Elle nous invite à arrêter de chercher une recette universelle du bonheur, et à plutôt nous interroger sur la cohérence de notre propre vie. Être heureux, ne serait-ce pas finalement ça, vivre en accord avec soi-même et avec le monde? Voilà une excellente question sur laquelle méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse, j'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. Si ce format vous est utile, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un j'aime et en activant les notifications pour ne rien manquer. À très bientôt pour la suite.